Que se passe-t-il? La pression économique ou la guerre économique que Donald Trump mène contre l'Iran. Hier, il a décidé, il a dit, nous allons écraser leur économie et détruire leur économie. Cela signifie qu'ils vont contraindre l'Iran à une forme de capitulation. Mais vous avez autre chose à nous dire au sujet de votre nouvel article. De quoi s'agit-il? Et quelle importance cela a-t-il dans le conflit actuel entre les deux parties? Eh bien, c'est une bombe. Nous l'avons révélé sur notre chaîne Transition Protocol, notre jeune chaîne, Larry et moi. J'en ai aussi parlé avec le juge, et je vous en parle à vous comme à notre public. C'est une bombe confirmée parce que la confirmation est venue directement du bureau du dirigeant Mojtaba Khamenei, et il a transmis l'information aux Pakistanais qui, jusqu'à hier encore, étaient les médiateurs entre l'Iran et les États-Unis. Nous l'avons appris de sources du renseignement pakistanais, et évidemment, nous avons demandé une reconfirmation. Nous avons établi en détail la chaîne des événements. Cela a été reconfirmé. Donc, en substance, pour vous, Nima, et pour vous tous qui nous écoutez, c'est un autre exemple frappant d'un régime mafieux. En résumé, le président des États-Unis a utilisé un canal discret qui existait déjà. Il avait été établi il y a environ 3 mois par Tulsi Gabbard, alors qu'elle était encore au gouvernement en tant que directrice du renseignement national, avec l'autorisation de Trump et de J.D. Vance. Tulsi a donc mis en place ce canal discret pour parler à Ahmad Vahidi, le chef des gardiens de la révolution islamique, via le Kurdistan irakien, par l'intermédiaire de Neshirvan Barzani, le président du gouvernement du Kurdistan, dans le nord de l'Irak. Ils ont donc établi une ligne secrète, l'une de ces lignes codées et chiffrées entre la Maison-Blanche et Barzani, puis de Barzani à Vahidi, à Téhéran. Il existe des liens très étroits entre plusieurs membres des gardiens de la révolution iranien et le gouvernement du Kurdistan irakien, ainsi que le clan Barzani, qui contrôle en fait plus de la moitié du Kurdistan irakien. L'autre clan, c'est le clan Talabani, basé à Souleymaniye. Le clan Barzani, lui, est basé à Erbil. Et comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, Erbil est un nid de vipères. Tout le monde et son voisin s'y trouvent. Le MI6, la CIA, le Mossad, et j'en passe. Mais bien sûr, on peut même dire que c'est une sorte de territoire semi-américain. Et les Kurdes, bien sûr, jouent sur plusieurs tableaux. Ils gardent leurs options ouvertes. Ils ont de sérieux problèmes avec Bagdad, mais ils maintiennent toutes leurs possibilités. Et bien sûr, ils ont aussi leur propre canal direct avec les Iraniens. Donc Trump, cette fois-ci, a utilisé ce canal discret qui existait déjà. Il était en sommeil où rien ne s'était passé pendant 3 mois. Il a donc utilisé ce canal via Barzani et a demandé à Barzani de transmettre directement une proposition à Vahidi. Et là, c'est le coup de grâce. En gros, une opération de corruption. La Maison-Blanche voulait soudoyer le chef des gardiens de la Révolution et d'autres membres de la direction iranienne, pour la plupart des militaires, selon une stratégie de diviser pour régner, l'Empire britannique copiant l'Empire romain, afin de provoquer une fracture au sommet du gouvernement iranien. On peut donc imaginer, et je suis sûr, Nima, que tu serais le premier à le dire, que Vahidi répondrait « absolument pas ». Et c'est exactement ce qu'il a fait. Mais non seulement il a dit un non catégorique à Barzani, mais il devait évidemment en informer les plus hauts dirigeants. Cela veut donc dire le Conseil suprême de sécurité nationale, Mohsen Rezai, et cela est aussi remonté jusqu'au guide lui-même. Donc tout le monde était au courant. Et d'après ce que nous avons appris plus tard, par nos médiateurs pakistanais et parce qu'ils avaient entendu du bureau du guide, Vahidi a dit « Si je faisais ça, ce serait pire qu'une trahison. Je ne pourrais même jamais envisager une telle idée. »
Mais il y avait beaucoup d'argent en jeu, apparemment des milliards de dollars à partager entre peut-être 4, 5 ou 6 très hauts responsables des gardiens de la Révolution. Et la chose la plus extraordinaire, qui prouve une fois de plus que, en fait, qui prouve la stupidité culturelle sans limite de l'administration Trump, c'est qu'ils ont pensé pouvoir appliquer le scénario vénézuélien à l'Iran chiite. Autrement dit, ils ne comprennent ni la culture iranienne, ni la culture chiite, ni les valeurs morales, ni le code d'éthique des chiites et des hauts responsables iraniens. Ils ne comprennent pas non plus la notion de résilience, de résistance, d'indépendance, ni l'aversion absolue pour toute forme de pot de vin, encore moins pour le fait de trahir leurs valeurs nationales au profit d'une puissance étrangère. C'est évident en fait parce que cette administration Trump est un empire d'escrocs. C'est au fond une opération mafieuse, avec différents niveaux de mafia. Trump est peut-être le capot, mais il y en a d'autres aussi. Trump may be the capo, but there are others as well. So it is just like the mafia because he learned. C'est donc exactement comme la mafia, parce qu'il a appris à faire des affaires auprès d'un expert de la mafia juive, Roy Cohn. Tout ce que Trump a appris sur les affaires et sur la manière de faire des affaires mafieuses, il l'a appris de Roy Cohn. Et il applique cela non seulement dans ses affaires, mais aussi en politique. Donc le fait qu'il n'ait même pas pu lire les bases sur l'Iran, le chiisme, et sur la manière dont fonctionne le gouvernement iranien, dont fonctionne l'esprit chiite, l'esprit perse, prouve que ce ne sont qu'une bande d'escrocs. La réponse de Vahidi, évidemment, a été non. Et ensuite, ce que nous avons finalement établi hier, c'est que le bureau du guide Mostafa Khamenei a autorisé la fuite de cette information et la réponse à transmettre aux Pakistanais. Parce que les Pakistanais étaient eux aussi dans la boucle. Trump avait déjà essayé auparavant avec Hassim Munir. Avant cette manœuvre au Kurdistan irakien, Trump a tenté de recruter Hassim Munir en lui disant « Est-ce que vous pouvez parler à des généraux des gardiens de la Révolution, ou surtout à Vahidi, et voir s'ils seraient prêts à trahir leur pays pour quelques milliards de dollars ?» Et Hassim Munir a répondu directement à Trump, hors de question. Et ils se parlent tout le temps au téléphone. Trump appelle sans arrêt Hassim Munir au Pakistan. Mais jusqu'à littéralement hier, le Pakistan était un médiateur entre l'Iran et les États-Unis. Donc Hassim Munir était très intelligent. Il n'aurait jamais compromis la position du Pakistan, ni tous les efforts qu'ils avaient faits auparavant pour, vous savez, mettre en place une opération de changement de régime aux côtés des Américains. Donc, après qu'Hassim Munir a dit non, ils ont utilisé Barzani pour parler à Vahidi, et ensuite Vahidi a dit non. Toute cette chaîne d'événements et de désinformation est donc remontée jusqu'aux Pakistanais. C'est ainsi que nous avons appris par les médiateurs pakistanais et par le bureau d'Hassim Munir à Islamabad ce qui s'était en réalité passé. Alors, est-ce que cette procédure mafieuse complètement folle est quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant? Bien sûr que non. Nous avons d'ailleurs l'exemple mafieux le plus récent au cours des dernières 24 heures. D'abord, Trump s'est félicité lui-même avec Kim Jong-un en Corée du Nord en disant « Vous savez, c'est mon meilleur ami, il est formidable, nous avons une excellente relation, etc. » Et après ça, ce qu'il a fait, selon ses propres mots, Nima, c'est publié sur Truth Social, c'est « Nous avons demandé 10 milliards de dollars. » De qui? De la Corée du Sud. Et c'est quoi ça? De l'argent de protection mafieux. Voilà le mécanisme. C'est totalement mafieux. Vous avez deux ennemis, la Corée du Nord et la Corée du Sud, évidemment. Vous parlez à l'un des deux et vous lui dites « Ok, toi, t'es mon gars, c'est bon, etc. » Puis vous parlez à l'autre et vous dites « Ok, maintenant, je veux mon argent pour pouvoir vous protéger de l'autre. » C'est une opération mafieuse, de bout en bout, dans un registre différent,
mais très semblable à l'opération mafieuse où ils utilisent un canal parallèle qui était censé être un canal diplomatique pour faire de l'extorsion, ou, dans ce cas, pour soudoyer un responsable du camp ennemi. Voilà donc exposé à vous tous comment fonctionne réellement l'empire des escrocs, aussi connu sous le nom d'administration Trump. Pepe, nous savions, enfin, nous savons que Donald Trump ne semble voir de solution militaire à ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on le voit changer d'état d'esprit. Vous avez dit qu'il essaye désespérément de dialoguer parce que, avant votre reportage, nous avions appris que depuis le Kurdistan irakien, ils avaient tenté de parler avec des Iraniens pour voir s'il y avait une quelconque divergence ou fracture au sein du gouvernement. Entre les gardiens de la révolution et le gouvernement, afin de s'y engouffrer et de la manipuler. Mais il semble que rien de tout cela ne fonctionne pour Donald Trump. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, quelles options lui restent aujourd'hui quand on voit l'ensemble de ce qui se passe entre les deux camps? Une guerre économique et financière totale. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous savaient déjà que ce serait la prochaine soi-disant stratégie, parce que cela se discutait dans des cercles restreints à la Maison-Blanche, avec la contribution de l'atroce agent du Mossad, Jared Kushner. En fait, les deux principaux idéologues de cette nouvelle stratégie sont Jared Kushner et Scott Bessent, anciens actifs de Soros. Ne l'oubliez jamais, deux personnages absolument atroces qui incarnent le plus petit dénominateur possible, lequel est le dénominateur commun de l'administration Trump. Scott Bessent dit en substance depuis un moment qu'il sera responsable de jeter 90 millions d'Iraniens dans les rues, à mendier de la nourriture. C'est essentiellement ce qu'il dit. L'étranglement total de l'Iran sur les plans financiers et économiques. Évidemment, ces idiots ne savent pas comment fonctionne l'économie iranienne, à quel point elle est diversifiée, ni comment elle peut trouver différents moyens de faire du commerce, des échanges et des opérations financières, au-delà de la simple exportation d'énergie, qui bien sûr se poursuit à un niveau bien plus faible. Bien sûr, il faut le reconnaître. Mais regardez les chiffres par exemple pour le premier trimestre. Ce premier trimestre comprend un mois de guerre, le mois de mars. La guerre a commencé le 28 février. Donc le premier trimestre, janvier, février. En février, l'Iran a exporté et vendu beaucoup de pétrole parce qu'il savait que quelque chose allait se produire. Et même durant les premiers mois de la guerre, ils ont continué à exporter du pétrole et du gaz. C'était, si je ne me trompe pas, 7,8 milliards de dollars au premier trimestre. Par rapport au premier trimestre de l'année précédente, cela représentait 150% de plus. Alors bien sûr, au deuxième trimestre, on va constater une baisse, évidemment, mais elle ne sera pas si importante parce que le blocus américain laisse passer beaucoup de choses. Il y a des pétroliers qui continuent de faire des allers-retours depuis le détroit d'Ormuz malgré le blocus américain. La plupart vont en Chine. On peut donc s'attendre à une baisse. Les chiffres avancés varient. Certains parlent de 600 000, 500 000, 300 000. Ce dernier chiffre est trop bas. Donc on est probablement autour de 500 000. Ça a donc chuté de façon spectaculaire, mais ça existe toujours. Et en même temps, l'Iran diversifie ses options parce qu'il exporte aussi du pétrole et du gaz par voie terrestre. C'est très très important. Et s'ils exportent depuis Chabahar, Chabahar se trouve déjà en dehors de la zone où sont les Américains, ou loin de là où ils se trouvent. Ils peuvent donc utiliser la ligne ferroviaire Chine-Iran, qui fait partie des nouvelles routes de la soie. Ils font des échanges compensés avec le gaz turkmène. Ils peuvent utiliser la mer Caspienne, et ainsi de suite. Donc pour l'Iran, ces canaux commerciaux et d'échange, les Américains ne peuvent pas les étouffer.
Mais il se passe déjà quelque chose en termes de pression maximale accrue sur les voisins de l'Iran. Et le Pakistan en est un exemple. Les Américains ont complètement changé leur relation avec le Pakistan. Ils jettent de nouveau le Pakistan sous le bus, après que les Pakistanais ont tout fait pour être un canal de médiation crédible entre l'Iran et les États-Unis. Ils menacent de sanctionner tout le monde et son voisin au Pakistan, ainsi que dans d'autres pays impliqués dans le commerce avec l'Iran. Cela va donc toucher tout particulièrement ces 6 corridors terrestres entre le Pakistan et l'Iran. Et cela pourrait sérieusement affecter ce que la Chine exporte vers l'Iran via le Pakistan. Même si les Chinois, eux, se moquent complètement des sanctions américaines, des sous-sanctions ou des sanctions secondaires, les Chinois trouveront un moyen de contourner ça au compte-gouttes. Et tout cela, soit dit en passant, contourne le dollar américain. Tout cela se fait en pétro-yuan. L'Iran paye en pétro-yuan. Par exemple, les Chinois exportent en Iran tout ce qu'ils veulent. Et c'est beaucoup de marchandises. Cela passe par le port de Gwadar, au Baloutchistan, sur la mer d'Arabie, qui fait partie du corridor économique Chine-Pakistan. Donc depuis le Xinjiang, ça va jusqu'à Gwadar. Et de Gwadar, ça va jusqu'à la frontière. From Gwadar, it goes to the border, Gabd, which is one of the borders between... Gabd, qui est l'un des passages frontaliers entre le Pakistan et l'Iran, ne fait que 89 km. Les camions font donc sans cesse des allers-retours. Et depuis cette frontière entre l'Iran et le Pakistan, ils peuvent aller partout en Iran. Les camions continuent donc de circuler. Et les Américains ne peuvent pas y faire obstacle, sauf et bien à leur manière, en commençant à bombarder des parties iraniennes de ce corridor de communication, comme ils ont déjà bombardé, pendant la guerre, la ligne ferroviaire Chine-Iran. Donc oui, on peut s'attendre à une action musclée des Américains contre le Pakistan, contre ce tronçon de la nouvelle route de la soie. On pourrait voir des drones de l'OTAN dans la Caspienne, qui est le corridor privilégié entre la Russie et l'Iran, entre Astrakhan et Bandar et Anzali. Iran, Astrakhan and Bandar Anzali. So it's going to get really, really hot. Donc, ça va vraiment, vraiment chauffer. Les Iraniens doivent donc avoir des plans de secours pour tous ces corridors de connectivité. Mais est-ce que cela prouve que les Américains peuvent isoler l'Iran? Non, pas du tout. C'est le thème de ma chronique précédente que j'avais déjà publiée avant cette dernière, sur Trump qui soudoyait les gardiens de la révolution. J'ai écrit une chronique qui démontrait essentiellement que l'Iran ne peut pas être isolé de ses voisins, ni de ses partenaires commerciaux dans toute la région. Mais, bien sûr, Bessin, l'homme de Soros, et Jared Kushner, le conseiller mafieux, pensent que c'est ce qui fera plier l'Iran. Et comme tu le sais mieux quiconque, Nima, ça ne marchera pas.